Est-ce que vous savez qu'il existe une société secrète qui se cache dans tous les parcs Disney à travers le monde? Que les derniers mots laissés par Walt Disney juste avant sa mort restent encore aujourd'hui un véritable mystère? Qu'une couleur invisible a été inventée par Disney? Que Toy Story 2 a failli ne jamais exister à cause d'une énorme erreur d'un employé de Pixar? Ou encore qu'il existe des tunnels cachés sous un parc Disney abritant une ville souterraine secrète? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la face cachée de Disney à travers les plus grands secrets de l'entreprise. Et accrochez-vous parce qu'une fois qu'on met les pieds dans les secrets de Disney, on ne voit plus jamais la magie de la même manière. Les tunnels cachés de Disney. Alors là, accrochez-vous, on va découvrir l'un des secrets les plus fous de l'univers Disney. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la rumeur selon laquelle il y aurait des tunnels cachés sous Disneyland Paris? C'est une rumeur qui circule encore aujourd'hui, mais malheureusement, elle est complètement fausse. Enfin, elle est fausse à Disneyland Paris. En effet, il existe bien des tunnels cachés et même une ville souterraine sous un parc Disney dans le monde. Et pour ça, il faut se diriger vers le parc Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride pour découvrir le Disney Utilidor System. Déjà, les origines de cette ville souterraine secrète commencent par une légende, celle qui explique que d'après certaines rumeurs, durant les premières années d'ouverture de Disneyland en Californie, Walt Disney serait tombé sur un cow-boy traversant Tomorrowland, la zone qui représentait le futur, pour rejoindre son poste à Frontierland, la zone qui représentait le Far West. Sauf que forcément, voir un cow-boy dans une zone qui est censée représenter le futur, ça ne passait mais alors pas du tout pour Walt Disney. Pour lui, c'était carrément une vision choquante et ça gâchait complètement l'expérience des visiteurs. Et on comprend alors aujourd'hui pourquoi les parcs Disney sont faits avec autant de soins et autant de détails. Mais le problème pour Walt, c'est que le premier parc Disney en Californie, donc Disneyland, il est beaucoup trop petit pour imaginer un complexe souterrain. En fait, ce qui est assez fou et qui est pas forcément très connu, c'est que autour de Disneyland en Californie, il y a toute une ville qui s'est construite et les terrains appartiennent pas à Disney. Du coup, le parc ne peut pas du tout s'étendre. Et c'est pour ça que dès que le projet titanesque de Walt Disney World en Floride a été planifié, les Imagineers ont dès les premiers plans du parc conçu un système de tunnels cachés pour dissimuler les activités du parc aux visiteurs. Et oui, parce que là-bas en Floride, ils ont pas fait la même erreur. Walt Disney a acheté en Floride des milliers d'hectares, plus précisément 11 000 hectares pour justement créer le plus grand resort Disney au monde. Et Walt Disney World est tellement grand que le resort est plus grand que Paris intramuros. Et c'est donc là qu'est né le Disney Utilidor System, un réseau de tunnels immense parmi les plus grands au monde qui va permettre aux employés Disney de se déplacer d'une zone à une autre du parc sans être vus par le grand public. Que ce soit pour la maintenance, le ramassage des déchets, les personnages, etc. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que les tunnels, ils sont pas en sous-sol. En gros, les tunnels ne sont pas sous terre parce que les sols en Floride sont beaucoup trop complexes à travailler. Je veux dire, là-bas, c'est quand même le pays des ouragans. Et donc, les tunnels ont été construits au niveau du sol, donc en gros au rez-de-chaussée. Et là j'en vois certains qui sont déjà déçus de se dire que c'est pas vraiment des tunnels souterrains, mais en fait c'est encore plus fou. En effet, puisque les tunnels sont au niveau du sol, donc au rez-de-chaussée entre guillemets, ça veut dire que tout le parc de Magic Kingdom est construit au premier étage. Et oui, Magic Kingdom a été construit au-dessus de ces tunnels cachés, donc au premier étage, et certaines zones du parc, comme le château de Cendrillon, se trouvent même au troisième étage. Donc le parc Magic Kingdom est littéralement construit sur des étages. C'est incroyable. Et quand je vous disais qu'à l'intérieur c'est une véritable ville, c'est pas des blagues. Le réseau fait 3,6 hectares. Les parois des tunnels ont carrément des codes couleurs pour permettre aux employés de ne pas se perdre tellement c'est grand. Il existe différentes entrées dissimulées un peu partout sur le parc pour avoir accès aux tunnels, que ce soit depuis presque tous les lands ou même dans le parc des portes non signalées, donc presque invisibles de l'œil du grand public. Il y a même certains magasins, restaurants et attractions qui ont un accès direct aux tunnels. À l'intérieur, les employés ils se déplacent à pied ou à bord de petits véhicules électriques qui ressemblent à des voitures de golf. Et alors à l'intérieur, on retrouve tout type d'activités, que ce soit l'élimination des déchets, l'exploitation électrique du parc, la réception des livraisons et le stockage des marchandises, les services de restauration, les costumes, évidemment que ce soit pour les personnages mais aussi pour les animatroniques. Apparemment il y avait plus de 1,2 million de costumes entreposés dans les Utilidors. On retrouve même à l'intérieur des cafétérias pour les employés, des salles de répétition, des bureaux et des services d'urgence. D'ailleurs aujourd'hui il existe aussi des tunnels cachés sous le parc Epcot, toujours à Walt Disney World en Floride, et plus précisément sous la section du Future World, et principalement sous l'attraction Spaceship Earth. Et à Disneyland en Californie ils ont aussi finalement réussi à construire ce système, mais pas sous tout le parc, parce qu'en effet ils ont réussi à construire un petit système d'Utilidor sous le land de Tomorrowland. Mais le réseau de tunnels cachés le plus impressionnant, abritant même une ville souterraine, reste les Utilidors sous le parc Magic Kingdom. La couleur inventée par Disney. Est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland Paris ou dans n'importe quel parc Disney à travers le monde? Et bah si c'est le cas, Disney vous a manipulé en cachant d'énormes objets sous vos yeux sans que vous nous en rendiez compte. En effet, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Go Away Green ou du No See Grey? Il y a de grandes chances que vous en ayez jamais entendu parler et pourtant c'est l'un des plus grands secrets des parcs Disney. En effet, derrière ces deux noms un peu bizarres se cachent en fait des noms de couleurs qui peuvent littéralement se traduire en français par va-t'en vert et je ne vois pas de gris. Et ces deux couleurs, comme leur nom l'indique, elles sont presque invisibles à
nos yeux et elle détourne notre regard, ce qui permet à Disney de cacher toutes sortes d'infrastructures sans qu'on ne les voie. Et d'ailleurs, la couleur Go Away Green, elle est souvent comparée au camouflage militaire et notamment le Olive Drab, qui est la couleur utilisée par les armées et qui ressemble à celle d'une olive verte. Pour mieux comprendre, c'est les ingénieurs et les concepteurs des parcs Disney qu'on appelle les Imagineers qui ont créé cette couleur que l'on appelle le Go Away Green pour dissimuler des éléments qui sont difficiles à cacher. Et ce qui est assez fou, c'est que si on porte pas vraiment notre regard sur cette couleur très particulière, notre cerveau ne la prend pas en compte et les objets disparaissent littéralement dans les décors. Vous allez voir, on va découvrir ensemble différents éléments cachés avec cette couleur et c'est assez fou. Les exemples les plus marquants et surtout les plus imposants, ce sont les énormes bâtiments des attractions Soarin' dans le parc Disney California Adventure et Indiana Jones Adventure dans le parc Disneyland, qui sont toutes les deux présentes à Disneyland Resort en Californie. Et ces énormes bâtiments qui ne peuvent pas être cachés, ils ont été peints avec la fameuse couleur du Go Away Green pour qu'ils disparaissent et que nous n'y fassions plus attention. Alors là, forcément, vu qu'on s'intéresse à cette couleur particulièrement et qu'on en parle depuis quelques minutes, notre regard forcément il va se porter dessus. Mais malgré tout, on ressent ce côté invisible avec notre cerveau qui veut l'effacer du paysage. Et je trouve ça complètement fou. Évidemment, Disney l'utilise pour cacher des éléments plus petits comme des haut-parleurs, des lampadaires, des clôtures, des poubelles, etc. D'ailleurs, regardez, on peut voir d'autres exemples. Regardez cette porte avec le numéro 33. Elle est peinte avec cette couleur pour que personne ne la remarque. Et d'ailleurs, derrière cette porte se cache une société secrète. On en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Et du coup, on comprend mieux pourquoi Disney a utilisé cette couleur pour que personne ne fasse attention à ce lieu caché. Ici, on a la station de la ligne de Hong Kong Disneyland. Là, on a un espace fumeur à Disneyland Paris qui est justement dissimulé avec cette couleur. L'ancien bâtiment de l'attraction Skyway à Tokyo Disneyland qui disparaît dans la verdure. On a aussi un exemple de l'autre couleur, le No Sea Grey, avec le bâtiment de l'attraction Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind qui se fond presque parfaitement avec le ciel. Les différentes poubelles dans les parcs qui ont aussi cette couleur. Évidemment, les clôtures dans les différents parcs, toujours avec ce vert très particulier. Les haut-parleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais donc, depuis toutes ces années, Disney cache sous nos yeux toutes sortes d'objets, allant même jusqu'à des bâtiments entiers, mais notre cerveau n'arrive pas à les voir. La société secrète de Disney, le Club 33. Juste avant de découvrir les dernières histoires, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pour vous, c'est complètement gratuit, mais ça me soutient énormément. Donc voilà, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Club 33 ? C'est assez peu probable parce qu'il s'agit tout simplement d'une société secrète qui se cache dans les parcs Disney à travers le monde. Alors déjà, pour mieux comprendre, on va revenir aux origines de ce projet secret qui est né directement dans la tête de Walt Disney. Tout commence dans les premières années du premier parc Disney, Disneyland, qui est situé à Anaheim, proche de Los Angeles, en Californie, et qui a ouvert en 1955. Dès l'ouverture de ce premier parc Disney, Walt avait fait construire une salle privée dans le restaurant Red Wagon Inn. De base, cette salle privée dans le restaurant, elle était réservée à Walt Disney et ses invités, mais selon Walt, la pièce était beaucoup trop petite et il voulait voir les choses en plus grand. C'est pour ça que lorsque la nouvelle zone New Orleans Square a été construite en 1962 à Disneyland, Walt Disney a tout de suite voulu un espace plus grand et plus intime pour ses invités de prestige, et c'est là qu'est né le Club 33. La première question qu'on peut peut-être se poser par rapport à ce club, c'est qu'est-ce que ça représente le numéro 33 ? Est-ce que c'est lié à l'un des plus grands secrets de Walt Disney ? Est-ce que c'est un code ultra secret ? Peut-être un message caché ? Eh ben en fait, pas du tout. C'est tout simplement par rapport à la plaque où se trouve l'entrée du premier lieu de rendez-vous de ce club secret. Parce que oui, on sait où ce club se trouve et on peut même encore voir cette plaque aujourd'hui. Pour ça, direction donc Disneyland en Californie, où il faut se diriger vers le land New Orleans Square et plus précisément vers le restaurant Blue Bayou Restaurant, qui est juste à côté de l'attraction Pirates des Caraïbes. Et juste là, vous allez voir cette fameuse plaque avec écrit 33, qui est donc l'entrée de ce club secret. Et en levant les yeux, vous pourrez même observer les terrasses. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Club 33, parce que c'est tout simplement le numéro de rue de ce premier lieu caché. Par contre, en voyant cette plaque et cette porte, rien ne laisse penser que derrière celle-ci se cache en réalité un club secret. En effet, on ne voit qu'une simple porte un peu verte avec une petite sonnette à côté pour pouvoir être invité à entrer. Et justement, est-ce que c'est possible d'intégrer ce club secret ? Et en plus de ça, à quoi il sert ? Comme vous en doutez, le Club 33 n'est pas ouvert au grand public. D'ailleurs, il est très rarement mentionné par la Walt Disney Company. La première ouverture à ses membres a eu lieu le 15 juin 1967, soit 6 mois pile après la mort de Walt Disney qui est décédé le 15 décembre 1966. Alors même si Walt Disney a été à l'origine de ce club, il ne l'a malheureusement jamais vu de ses propres yeux. Et nous, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est comment on peut avoir accès à ce club privé. Il y a bien des gens à l'intérieur, comment ils ont fait pour y être ? Et bien pour ça, il faut obtenir un abonnement avec un prix d'entrée situé entre 7500 et 10 000 $ par an. Et de ce que j'ai pu lire, il y aurait une liste d'attente sur plusieurs années. Donc clairement, il faut pas être pressé pour y entrer. J'ai même pu trouver des sources qui parlaient d'un investissement initial de 35 000 $ et d'une cotisation annuelle de 16 000 $. Rien que ça. Et en réalité, le club, il est réservé à des membres célèbres comme des investisseurs, des chefs d'entreprise et des personnalités. Apparemment, parmi les personnalités, le club compterait Christina Aguilera, Elton John, Tom Hanks,
Tiger Woods ou encore Katy Perry. Mais malgré le côté top secret de ce club, on a pu avoir des images de l'intérieur de ce lieu sous haute surveillance à Disneyland en Californie. On se retrouve dans un restaurant très luxueux avec des terrasses nous permettant d'avoir une vue depuis les hauteurs de New Orleans Square. Mais au-delà de l'accès à cette pièce secrète, les adhérents ils ont d'autres avantages évidemment. Voilà ce que j'ai pu trouver. En adhérant au Club 33, les invités auraient des passes annuelles pour les parcs, ce qui est assez logique. Ils auraient pas moins de 50 billets d'entrée d'une journée pour faire profiter toute la famille, une très grande famille là pour le coup. 5 visites VIP privées par an, un accès exclusif aux produits du Club 33, une visite de la Dream Suite de Disneyland Resort, qui de ce que j'ai pu lire est fermée aujourd'hui, donc c'est sûrement plus un avantage du Club 33. Divers services VIP, des aperçus des actualités du parc, des surclassements gratuits dans les hôtels du complexe, et un service de voiturier évidemment. Apparemment, il n'y aurait que 500 places par club et qu'il y aurait en moyenne 800 personnes dans la file d'attente. Ce qui explique pourquoi il faudrait attendre des dizaines d'années. Et si vous avez l'oreille, j'ai bien dit par club parce que oui, il existe plusieurs clubs 33 à travers le monde. En effet, on retrouve donc celui de Disneyland en Californie, mais aussi à Tokyo Disneyland au Japon, au premier étage de la boutique The Home Store. Depuis 2016 à Shanghai Disneyland dans la Mickey Avenue. Et depuis 2017, on retrouve aussi un lieu de rencontre pour les membres du Club 33 dans chaque parc de Walt Disney World, même si ici chaque club a son propre nom, donc il s'appelle pas directement le Club 33, mais c'est la même chose. En effet, au Disney's Hollywood Studio, le club s'appelle le Spotlight Lounge et il est situé au-dessus du Brown Derby Restaurant. À Epcot, c'est le Constellation Club qui est caché dans le pavillon des États-Unis. À Animal Kingdom, on le nomme le Haram House et à Magic Kingdom, c'est le Captain's Carter's, caché pas très loin de l'entrée d'Adventureland. Et vous allez peut-être me dire, et à Disneyland Paris, est-ce qu'il y a un Club 33 ? Eh ben j'ai trouvé aucune trace d'un potentiel Club 33 dans notre parc en France. Alors est-ce que Hong Kong Disneyland et Disneyland Paris seraient les seuls resorts Disney à ne pas avoir de lieu pour cette société secrète ? Ou alors est-ce que personne ne les a encore remarqués et que ceux-ci se cachent sous nos yeux depuis toutes ces années, tapis dans l'ombre à l'abri des regards ? Les derniers mots de Walt Disney. À la fin de l'année 1966, la santé de Walt Disney se dégrade de plus en plus. À cette période, Walt subissait de nombreuses hospitalisations pour soigner une tumeur au poumon gauche, mais durant cette même année, Walt Disney était aussi, et comme toujours, sur des dizaines de projets plus ambitieux les uns que les autres en même temps, que ce soit des prochains films qui allaient sortir, mais aussi et surtout l'un des projets les plus titanesques, la construction de Walt Disney World en Floride, qui deviendra plus tard le plus grand resort Disney dans le monde. Mais malheureusement, le 15 décembre 1966, Walt Disney s'éteint à Burbank. Sa mort brutale fit beaucoup de bruit à l'époque, et avec ça, de nombreuses théories complètement folles ont vu le jour. L'une des plus connues est celle qui explique que Walt Disney se serait fait cryogéniser, ce qui est en fait un procédé dans lequel on conserve le corps d'une personne dans un caisson à moins 196 degrés, avec l'espoir qu'un jour on ait la technologie nécessaire pour le réveiller. Certains vont même jusqu'à dire que son corps se trouverait sous Disneyland en Californie. Évidemment, tout ça c'est complètement faux, mais au même moment, une autre théorie est apparue, expliquant que Walt Disney aurait laissé un dernier message au bas d'une page. Cette page était intitulée « Projet télévisé en production, prêt pour la production ou possible pour l'escalade et l'histoire ». Et si déjà on peut se dire que le titre peut évoquer quelque chose d'assez étrange, ce que je veux dire par là, c'est que prêt pour la production, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais alors possible pour l'escalade et l'histoire, ça pour le coup c'est assez mystérieux. Mais ce qu'il a encore plus, c'est les derniers mots qui ont été écrits par Walt Disney en bas de cette page. En effet, on peut y lire Ron Miller, Two-Way Down Cellar, Kurt Russell et C.I.A. Mobley. Pendant longtemps, ce message cryptique a été un véritable mystère, mais petit à petit, au fur et à mesure des années, une partie de l'énigme a été résolue. Prenons mot par mot ce qui a été écrit. Déjà, Ron Miller, si on fait quelques recherches, on se rend compte qu'il s'agit d'un producteur de cinéma, et surtout que c'est le mari de Diana Disney, la fille de Walt Disney, et il deviendra d'ailleurs président puis directeur général de Walt Disney Productions entre 1982 et 1984. Ensuite, on a Two-Way Down Cellar. Encore une fois, en faisant des recherches, je suis tombé sur un téléfilm sorti en 1968 sous le nom Way Down Cellar, qui a été diffusé en 2 parties, d'où le fait qu'il y a un 2 au début de la note, et qui raconte l'histoire de 3 jeunes garçons qui découvrent par hasard un tunnel secret qui était utilisé pendant la guerre d'indépendance. Donc là déjà on a un producteur et un film qui est sorti 2 ans après la mort de Walt Disney. Si on continue, on peut lire Kurt Russell, qui était à l'époque un jeune acteur très prometteur qui n'avait que 15 ans, et dont Walt lui prédisait un brillant avenir d'acteur. Et d'ailleurs, Kurt Russell a lui-même évoqué ce mystère dans une interview en 2013, où il a expliqué « Je suppose, comme tout le monde, qu'il parlait d'un film dans lequel il envisageait de me faire jouer, même si je ne sais pas à quoi en penser, à part ça. » Et enfin, les derniers mots écrits par Walt Disney sont C.I.A. Mobley, et alors pour ça, j'ai trouvé
aucune explication. J'ai juste pu trouver en faisant des recherches un jeune acteur des années 50 nommé Roger Mobley, mais alors pour le mot CIA, j'en ai aucune idée. Alors est-ce que Walt Disney prévoyait un film avec à la production son gendre Ron Miller sur l'histoire de Way Down Cellar avec Kurt Russell et Roger Mobley et une histoire de CIA? Personne ne le sait vraiment aujourd'hui et personne ne le saura sûrement jamais. La théorie la plus probable est qu'il s'agit bien de projets que Walt avait en tête et voulait réaliser, mais qui sait, peut-être que derrière ces simples mots, Walt Disney a déposé là un message caché que personne n'a jamais remarqué. La suppression de Toy Story 2. On va maintenant aller faire un petit tour du côté de Pixar, et plus précisément vers un film très particulier qui a failli ne jamais voir le jour, Toy Story 2. Et oui, juste avant sa sortie, Toy Story 2 a entièrement été supprimé, ce qui a failli entraîner la disparition de la saga Toy Story, et même la disparition des studios Pixar. Et vous allez voir, si vous connaissez pas cette histoire, elle est complètement folle. En effet, lorsque Pixar a eu l'idée de créer une suite à Toy Story, dont le développement a commencé en 1996, il était d'abord prévu de sortir le film en vidéofilm, soit directement en cassette ou avec la dernière technologie de l'époque, le DVD créé en 1995. Mais finalement, les équipes du film ont rapidement compris que l'histoire méritait une suite digne de ce nom et que Toy Story 2 devait sortir au cinéma. Et cette décision, elle a été prise en 1998, soit quand même presque 2 ans après le début du développement du film. Mais le problème, c'est que Pixar se retrouva face au plus grand cauchemar de tous les réalisateurs. En effet, alors que Toy Story 2 est à un stade de développement avancé et que l'histoire de ce petit groupe de jouets commence petit à petit à prendre vie, à ce moment-là, près de 400 personnes ont un accès important aux données du film qui sont stockées sur un seul et même serveur. Et en cette fin d'année 1998, alors que les équipes sont en train de travailler sur le film, le pire arriva et des centaines de fichiers commencèrent à disparaître sous leurs yeux. Oren Jacob, l'un des chefs de l'équipe technique du film, explique dans une interview: « La première fois que j'ai remarqué cette disparition, je travaillais sur Woody. Avec Larry Cutler, on essayait de réparer un problème de chapeau du personnage, on a regardé notre dossier de travail. Il contenait 40 fichiers, quand il a rejeté un œil, il n'y en avait plus que 4. On voyait des séquences entières commencer à disparaître sous nos yeux, en se disant: oh mon Dieu, j'ai attrapé le téléphone pour crier, débrancher la machine. » Des scènes entièrement animées disparaissaient sous les yeux impuissants des employés, la disparition de certains fichiers rendait inutilisables ceux qui restaient encore, et l'ordre fut alors donné de débrancher immédiatement le serveur. À ce moment-là, les équipes du film se disent qu'ils ont sauvé une énorme catastrophe, que heureusement qu'ils ont réagi à temps, mais lorsqu'ils rallumèrent le serveur quelques heures plus tard pour voir les dégâts qu'ils avaient évités, la réalité fut d'autant plus catastrophique, puisque 90% du film avait été effacé, et seulement 10% du travail était encore présent sur le serveur. Pendant plusieurs heures, les équipes firent tout leur possible pour récupérer un maximum de données, mais rien à faire, tout semblait avoir disparu en emportant des mois de travail sur ce qui devait être la suite la plus attendue de l'époque. Et après avoir tenté en vain de récupérer les fichiers supprimés, les équipes du film se sont rappelées qu'il y avait des sauvegardes qui avaient été faites durant la réalisation. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, les données étaient sauvegardées sur des cassettes de 4 Go. Imaginez la taille d'une cassette, on pouvait stocker au maximum 4 Go, et déjà ça c'était la pointe de la technologie. Aujourd'hui, dans un petit disque dur comme ça, on peut en stocker plus de 1000. Et encore avec les technologies d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Mais lorsqu'ils ont commencé à regarder les sauvegardes faites sur les cassettes, ils ont rencontré encore une fois un problème, c'est que les sauvegardes n'étaient pas faites assez régulièrement pour que l'intégralité des données disparues soit récupérée. Et comme si c'était pas assez, un deuxième problème majeur arriva lorsqu'ils testèrent les sauvegardes. Les équipes se sont rendues compte qu'il manquait en fait de nombreux fichiers au sein même des sauvegardes, rendant inutilisable la plupart des données ou dans une bien moins bonne qualité. Et Oren Jacob explique: quand on a comparé les plans restants à nos sauvegardes, on a vite vu qu'ils étaient incomplets. On ne comprenait pas comment on avait pu obtenir ces rendus en ayant de multiples fichiers manquants, mais c'était le cas. Il prend l'exemple d'une personne travaillant sur la version 420 d'une image, qui se retrouvait à la version 20 et devait donc recommencer presque de zéro son travail. Et alors comment cette énorme erreur a pu arriver? On l'a vu tout à l'heure rapidement, mais Oren Jacob raconte que quand 400 personnes travaillent sur le même serveur et qu'elles ont tout un accès important à toutes les données, cela peut vite venir de n'importe quelle branche. Ça devient difficile de contrôler les dommages. Et vu que tous les employés avaient accès à quasiment toutes les données du film, il semble que l'un d'entre eux se baladant dans les fichiers du film ait entré une mauvaise ligne de commande dans le serveur, supprimant la quasi-totalité du film. Et dans ce genre de moment, une chasse à la sorcière peut vite se lancer pour essayer de comprendre qui a fait l'une des plus grosses erreurs de l'histoire du cinéma. Mais pourtant non, les patrons de Pixar ont préféré concentrer leur énergie sur la récupération des fichiers et de tirer des leçons sur cette situation, notamment au niveau des sauvegardes et de la sécurité de leur serveur. Pourtant, malgré l'acharnement des équipes, tout le travail était définitivement perdu, rien ne pouvait être restauré, et Toy Story 2 semblait être condamné à ne jamais voir le jour, et le studio ne s'en remettrait probablement pas. Je vous présente Galine Sussman. C'est une employée de Pixar qui fait partie de l'équipe technique de Toy Story 2. Mais Galine, à cette époque, elle connaît un heureux événement puisqu'elle devient maman. Et si pour l'instant vous voyez pas le rapport, vous allez vite comprendre. Alors qu'elle est en plein congé maternité, elle apprend la triste nouvelle de la part de ses collègues qui lui expliquent que tout leur travail tombe à l'eau
et que Toy Story 2 ne verra jamais le jour. Forcément, Galine, elle est très attristée par cette nouvelle, elle avait donné beaucoup d'énergie dans ce projet, et elle avait vu que ses collègues avaient donné tout ce qu'ils pouvaient aussi. Mais là d'un coup, en quelques secondes, un éclair de génie lui traverse l'esprit. Avant de partir en congé maternité, elle avait demandé de partir avec une copie de tout le film dans son ordinateur pour qu'elle puisse travailler dessus depuis chez elle pour s'occuper de son bébé. Le film devait alors sortir dans seulement quelques mois, et j'arrive pas à imaginer l'état des équipes de Pixar lorsque Galine Sussman leur a tranquillement répondu « Ah mais attendez, je crois que j'ai une sauvegarde complète du film chez moi ». La sauvegarde elle datait d'une quinzaine de jours, et Pixar est donc passé de « On a perdu 90% du film et donc des mois de travail » à « On a perdu 2 semaines de travail » en l'espace d'un appel. Mais toutes les précautions étaient encore à prendre sur la qualité des données sauvegardées par Galine Sussman, étant donné que la sauvegarde des cassettes qui étaient présentes dans les studios était pour la plupart inutilisable. Et là, il y a eu alors un véritable parcours du combattant qui s'est lancé. Une fois que les équipes du film ont été mises au courant de cette nouvelle, pour le moins incroyable, Oren Jacob raconte en interview « On est monté à bord d'une Volvo pour se rendre à Richmond récupérer cette machine. On l'a installée à l'arrière avec la ceinture et des couvertures pour ne pas l'abîmer. J'ai conduit tout doucement avec les feux de détresse en espérant que ça attirerait l'attention de la police pour nous escorter. Malheureusement, on n'a pas croisé de flics, ça nous a pas du tout aidé parce qu'il faut quand même se dire qu'à ce moment-là, la Volvo coûtait dans les 100 millions de dollars. Il y avait tous les efforts de nos équipes dans cette machine. 8 personnes nous attendaient sur le parking. On l'a sorti comme s'il s'agissait du cercueil d'un pharaon. Mais une fois sur place, rien n'était joué, la plus grande minutie fut utilisée et tout le monde retenait son souffle, puisqu'en branchant la sauvegarde au serveur, le risque était que les données disparaissent également. Aucun problème n'arriva durant le transfert, heureusement, mais les équipes devaient maintenant vérifier pas moins de 100 000 fichiers, et ils se lancèrent alors dans un week-end historique en travaillant jour et nuit pour récupérer l'intégralité des données. Jacob explique, du vendredi au lundi matin, on a bossé non-stop, en se relayant et en dormant dans des sacs de couchage. On était une douzaine à faire ça. Ce dont je me souviens le mieux, ce sont les cookies, la limonade, les pizzas et les fleurs qu'on nous envoyait. Des gens qui travaillaient dans un centre d'urgence nous avaient même ramené des couvertures. Finalement, tous les fichiers étaient complets et aucun était endommagé contrairement aux sauvegardes faites dans les cassettes de 4 Go. Et en novembre 1999, le public peut enfin découvrir la quête des objets d'Andy pour partir sauver leur ami Woody des mains d'un collectionneur du nom de Hal, avec à leur commandement le grand Buzz l'éclair. Le film fit un carton au box-office, avec des recettes s'élevant à plus de 500 millions de dollars et entraînant par la suite la création de Toy Story 3 en 2010, Toy Story 4 en 2019 et bientôt Toy Story 5 en 2026. Le pire jour de l'histoire de Disney, Black Sunday. Je vais maintenant vous raconter l'histoire du pire jour de toute l'histoire de la Walt Disney Company. Cette journée, elle a été tellement sombre qu'elle est aujourd'hui connue de tous les employés de Disney sous le nom de Black Sunday ou Dimanche Noir en français. Et ce jour-là avait lieu un événement très spécial puisqu'il s'agit de l'ouverture du premier parc Disney dans le monde, Disneyland. En effet, le 17 juillet 1955, les États-Unis ont les yeux rivés vers Anaheim pour l'ouverture de l'endroit le plus heureux au monde, Disneyland. Pour l'occasion, une émission spéciale était même diffusée sur ABC et présentée par Walt Disney lui-même et des personnalités d'Hollywood. Il s'agissait de l'une des plus grandes productions jamais tentées, avec plus de 24 caméras réparties dans tout le parc et des centaines de techniciens. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Déjà, il faut savoir que ce 17 juillet 1955 n'était pas censé être la date officielle d'ouverture de Disneyland. En effet, celle-ci était prévue le lendemain, le 18 juillet, et en fait le 17 juillet était en réalité principalement réservé aux journalistes et aux médias comme une pré-ouverture. Pour l'occasion, il y avait environ 10 000 personnes qui étaient invitées, que ce soit la presse, les employés du studio, les ouvriers du chantier et les sponsors accompagnés de leur famille, évidemment. Donc déjà on se dit 10 000 personnes, c'est pas mal. Mais pourtant, c'est près de 30 000 personnes qui se sont présentées ce jour-là à Disneyland, soit littéralement le triple de ce qui était prévu. Et vous allez peut-être me demander, comment c'est possible ? Et tout simplement parce que des milliers de faux billets ont été imprimés. Et le truc, c'est que vu que les employés n'étaient pas encore complètement rodés, ils arrivaient tout simplement pas à faire la différence avec les vrais billets. Il y a même une anecdote qui raconte qu'un habitant vivant aux abords du parc, il avait installé une échelle au-dessus de ses barrières et il faisait payer 5 $ l'entrée. Lui, il a pas perdu le nord. Et pour ne rien arranger, ce 17 juillet 1955 était la journée la plus chaude de l'année. Et pourtant, ces hautes températures, elles ont pas découragé les hordes de visiteurs qui se présentèrent à l'entrée du parc bien avant 14h30, qui était l'heure d'ouverture de Disneyland. Et justement, quand les portes s'ouvrirent à 14h30, les problèmes ne faisaient que de commencer. En effet, à cause des fortes chaleurs cumulées à un goudron fraîchement posé, à certains endroits du parc, les visiteurs s'enfonçaient littéralement dans le sol. C'est ensuite autour des attractions d'enchaîner les problèmes. Par exemple, les véhicules de Dumbo the Flying Elephant projetaient des giclées de mousse de partout, et il fallait faire descendre les gens avec des escabeaux. Les voitures d'Autopia se grippaient après 15 minutes d'activité au soleil. Le Mark Twain commençait à couler sous le poids des passagers et les gens sautaient sur les barrières et couraient sur la piste d'Autopia en se poussant pour s'emparer des voitures. Entre la chaleur et les pannes d'attraction, les temps d'attente devenaient insupportables pour les visiteurs. Et pour ne rien arranger, dans les dernières semaines de la construction du parc, une énorme grève de travailleurs avait eu lieu. Et à cause de ce problème, Disney avait dû choisir entre avoir des fontaines à eau fonctionnelles ou des toilettes fonctionnelles. Le choix a quand même été vite fait et il s'est logiquement porté vers des toilettes fonctionnelles
fonctionnel, mais vous imaginez bien qu'avec la fournaise sur le parc, les visiteurs ils voulaient qu'une seule chose, boire de l'eau. Et alors tous les visiteurs pensaient que vu que les fontaines étaient inutilisables, c'était en fait pour pouvoir vendre du soda. C'était pas du tout le cas, mais ils savaient pas. Les problèmes se propageaient de partout sur le parc, jusque dans l'émission diffusée en direct sur ABC, puisqu'en effet Walt Disney faisait un petit discours avant l'ouverture de chaque land, et lorsqu'il arriva pour lire le discours de Tomorrowland, il le lut à moitié avant qu'un technicien ne le coupe, et montrant alors Walt s'énerver en disant avant de recommencer, le problème c'est qu'il était bien en direct. Cette journée c'était un véritable enfer, à tel point que comme je vous l'ai dit, elle a été surnommée Black Sunday par les employés du parc, et évidemment Walt Disney s'attira les foudres de la presse. En effet, les grands titres pouvaient se résumer à un véritable cauchemar. Mais malgré tout ça, la fille de Walt Disney, Diane Disney, expliquera plus tard qu'elle n'a plus jamais vu d'homme aussi heureux que son père ce 17 juillet 1955. Et aujourd'hui, cette journée est peut-être considérée comme l'une des pires de l'histoire de Disney, mais elle est aussi considérée comme l'une des plus belles, car ce jour-là, Walt Disney a réussi son pari en ouvrant les portes au monde entier à l'endroit le plus heureux sur Terre, Disneyland. J'espère que ce premier épisode de la face cachée de Disney vous aura plu. Le fait de raconter toutes ces petites histoires qui sont très peu connues autour de l'univers Disney. Évidemment, j'en ai énormément en stock, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau format. Évidemment, si je vois que ça vous plaît, on fera plein d'autres épisodes. Et si vous aimez ce genre de vidéo avec des mystères un peu autour de l'univers Disney, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les plus grandes scènes supprimées de Cars. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, et pourquoi pas un partage, ça soutient énormément mon travail. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo maintenant, vu qu'on peut booster les vidéos. Ça peut permettre à la vidéo d'être plus vue, donc voilà, ça fait toujours très plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou. Ciao.